Sur le vieux port de Marseille, personne n'a oublié les retours triomphaux de la Calypso, le navire mythique du commandant Cousteau. Voilà, on est là, les meilleurs, ils sont là. Partir sur les traces de l'homme au bonnet rouge est en soi une invitation à prendre la mer. Cette planète bleue n'a-t-il pas été le premier à en révéler au monde le spectacle sublime, mais aussi la profondeur d'âme? Une quête intime qui a commencé ici, au bord de la Méditerranée. L'eau de la Méditerranée, pleine de cette chaleur, de ces caresses sensuelles qui font naître le désir et apaisent les blessures. Cousteau, qu'un accident de voiture a privé de son rêve de devenir aviateur et a bien soigné les siennes. Je me perds dans l'eau transparente, comme on se dilue dans un rêve, écrivait-il. La transparence. L'héritage de l'immortel au bonnet rouge est-il à l'image de son épée d'académicien en cristal de roche? Je prête solennellement serment, comme l'eût fait Lancelot, de me battre avec toi, Excalibur, arme symbolique des poètes qui seuls peuvent changer le monde. Il aurait fallu que notre coupole, au lieu de vous recevoir à l'air libre, comme c'est platement l'habitude, fût remplie d'eau de mer jusqu'aux voûtes. Et vous seriez apparus dans une gerbe de bulles cristallines, suivies des caméras qui vous perdent rarement de vue. Bientôt, j'obéirai à l'appel d'une migration et, tout sans s'alerter, je rejoindrai les miens. En me rendant à Saint-André de Cubzac, je repense à ce poème écrit peu de temps avant sa mort par le commandant Cousteau. La ville natale du pacha de la Calypso est aussi son ultime escale. Pourquoi, après lui avoir dédié son existence, l'ancien officier de marine n'a-t-il pas choisi la mer pour sépulture, mais ce caveau familial en vieille pierre des coteaux? Il pensait vraiment que la trace du corps humain avec la famille, c'était quelque chose de très rassurant et de profondément, comment dire, j'allais dire sentimental. Il a été aux gens pendant toute sa vie, il a été aux autres, et puis un jour, il avait envie de rentrer dans la maison. Voilà. Et la maison, c'est là où il était né, la terre de son enfance, sa famille, les gens qu'il avait aimés. Et je crois qu'il y a une certaine idée de bien-être à travers ça. La disparition de Captain Planet n'a pas seulement ému ses anciens équipiers, mais le monde entier. De l'autre côté de l'Atlantique, Cousteau était, disait-on, plus populaire que le général de Gaulle. Du fin fond de l'Amérique latine, le maire de Caldera a un jour apporté à Saint-André un superbe dauphin sculpté en acajou. L'animal et son bonnet rouge se dressent aujourd'hui vers le Chili et vers la tombe du commandant. On a toujours des visiteurs qui viennent, les derniers de Nouvelle-Zélande. On fait un détour ici exprès pour rendre hommage au commandant. Saint-Émilion, Pomerol, sur ces coteaux la vigne prospère, éternelle et fière. Je n'aurais pas pensé trouver là les traces du plus grand explorateur de fonds sous-marins du XXe siècle. Et pourtant Cousteau est bien d'ici. Il est même question de créer une cuvée Calypso. Xavier Piton, bonjour. Bonjour Christine. À l'origine de cette idée enivrante, un petit cousin de la famille maternelle de Cousteau. Vous n'êtes pas par là?
Aujourd'hui à la tête de ses 17 hectares de vignes, Xavier Piton était adolescent quand Cousteau revenait dans cette belle demeure familiale pour de joyeuses cousinades dont il était le héros. Belgrave, c'est pas pour rien, c'est les cailloux. Les cailloux qui sont là en pagaille et qui forment le sol de ce domaine et de ces coteaux, particulièrement intéressant pour la vigne qui va y exprimer des vins avec beaucoup de complexité et d'ampleur et une aptitude au vieillissement assez incomparable. Mais c'est du commandant Cousteau dont vous parlez là ou c'est des vins? L'aptitude au vieillissement. Mais il en parlait comme ça aussi. Voilà. Ça va bien au commandant Cousteau aussi? Aussi, tout à fait. C'est comme ça qu'ils en parlaient d'ailleurs avec ma grand-mère, qui me disait qu'ils avaient le même âge et ils levaient le coude avec le même entrain. C'est une bouteille comme ça qu'il y avait à bord de la Calypso alors? Il y en a eu sûrement, oui. Il y en a eu des plus récentes, mais celle-là, il en a bu. C'était un homme de projet, donc pour lui, ne plus faire de projet ou ne pas faire de projet, c'était un non-sens de l'existence. Son plus grand souci, ça, on en a parlé plusieurs fois ensemble, c'est le problème de la démographie mondiale. Il disait, tu comprends, là on est tant de milliards, et puis dans quelques années on sera tant de plus, et déjà là on n'arrive pas à faire bouffer tout le monde, et donc on finira tous par crever de faim. Au fil du voyage, j'apprends que l'homme au bonnet rouge se livrait peu. Il ne détestait pas brouiller les pistes, mettre les vérités intimes comme les hommes en concurrence. Peut-être pour ne retenir que les meilleurs. Le pacha de la Calypso aimait par-dessus tout la liberté, une passion séduisante et contagieuse qu'il partagera avec le millier d'équipiers qui, pendant plus de 40 ans, se relayeront sur ses bateaux. Des pionniers de l'équipe Cousteau, il ne reste aujourd'hui qu'une poignée d'octogénaires. Tous ont en commun l'impossibilité de mettre le mot fin à une histoire qu'ils savent unique et inédite. L'un de ces aventuriers élevés au lait Cousteau est aujourd'hui l'un des peintres sous-marins les plus réputés au monde, le premier de l'histoire. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau chez vous? Bienvenue. Merci. C'est drôle de retrouver quelqu'un qui a passé tant de temps sur l'eau, sous l'eau, au cœur de la France terrienne. Si loin de la mer, c'est ça? Vraiment, hein, ça... Eh bien, figurez-vous qu'on trouve des fossiles par ici, donc ça prouve que la mer était ici. Bien avant que vous arriviez oui, c'est vrai. et que j'arrive. Ah, bah, on est dans votre atelier, là. Ouais. C'est le Festival du Bleu. Ah, mais c'est la Calypso, là. Ah, à quoi vous le voyez? C'est la Calypso. C'est pas écrit dessus. Il m'arrive de rêver que je suis sur la Calypso. Ah bon? Oui, dans des circonstances et dans des endroits inconnus. Parfois, il n'y a même pas la mer, mais souvent, ça m'arrive. Jamais ailleurs, je n'aurais trouvé ce que j'ai trouvé sur la Calypso, et surtout au contact de cet homme. Alors, à votre avis, pourquoi avait-il, à ce moment-là, besoin de quelqu'un avec les compétences que vous aviez? Mais je n'avais aucune compétence. Vous étiez ingénieur chimiste, malgré tout. Oui, mais je sortais de l'école, je n'avais jamais travaillé dans l'industrie. J'avais quelques connaissances livresques, mais j'ai tout appris sur la Calypso. Cousteau, il a embauché des gens, il a recruté des individus venant de divers horizons. La qualification n'était pas importante du tout. Il n'y a que pour lui, il sortait de l'école navale, mais je me demande si il avait un brevet de plongée ou un diplôme d'océanographie ou de cinématographie. Je pense pas, non. André Laban a conçu et construit lui-même cette caméra en matière plastique. Il décharge le film exposé au cours de la dernière plongée.
Dénicheur de talent, Cousteau a donc senti que ce jeune bleu pouvait devenir la tête pensante du bureau d'études de l'Office français de recherche sous-marine qu'il venait de créer à Marseille. Avec les caméras étanches, les scooters des mers, ces petites torpilles électriques fabriquées à partir d'hélices récupérées à l'arsenal de Toulon, en sont l'une des plus belles inventions. Héroïne à part entière du monde du silence. Inventé, recyclé pour repousser les frontières des profondeurs marines et filmé de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. La soucoupe plongeante, puis le sous-marin monoplace mis au point par André Laban, géotrouve-tout en chef de la Calypso, permettent à Cousteau d'assouvir ses fantasmes cinématographiques. Le monde du silence n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas existé sans Cousteau. Mais s'il a eu ce succès, si ça a été une réussite, c'est grâce à Louis Malle, qui en était le véritable metteur en scène. Et un immense coup de chapeau à Louis. En 1965, André Laban et 5 autres océanautes sont les acteurs de l'un des rêves à la Jules Verne du commandant, permettre à des êtres humains de vivre durablement sous la mer. Par 100 mètres de fond, l'expérience Précontinent 3 entre dans l'histoire. Mais Cousteau, cinéaste, a déjà immortalisé cette expérience de vie à saturation dans le monde sans soleil. C'est une confortable habitation de 5 pièces, en forme d'étoile de mer, posée elle aussi à la profondeur de 11 mètres, à proximité du hangar de la soucoupe. 8 hommes, 8 océanautes, vont y vivre un mois plein. Ils sont soumis, sans la ressentir, à une pression double de la pression atmosphérique. Des hommes vont vivre sous la mer, comme le capitaine Nemo, 20 000 lieues sous les mers. On n'y pensait pas à cette époque-là. La plongée était connue. Mais est-ce que, eh bien, on a eu cette chance parce que le commandant était un homme qui prévoyait de demain. Ça a toujours été un homme de demain, le commandant. Ce qui était derrière, c'était fait, c'était emmagasiné, si je peux dire ainsi. Mais ce qu'on ne savait pas, ce qu'il ne savait pas, c'est effectivement vivre sous la mer. Avec quelques rides de plus, Claude Wesley est toujours sur le pont. Il parcourt l'Europe pour transmettre aux enfants la magie de l'Odyssée Cousteau. Pour moi, c'est l'homme qui m'a permis de réaliser une grande partie de ma vie. Parce que nous tous, de cette vieille équipe, si je peux dire ainsi, sans le commandant, je pense qu'on serait des inconnus. Parce qu'entre des Falco, entre des Wesley, entre des Canoë Kenzie, toute cette vieille équipe, les Dafso et compagnie, c'est toujours à travers le commandant. Parce que sans le nom du commandant Cousteau, je pense qu'on serait totalement oublié depuis fort longtemps et peut-être même inconnu. Claude Wesley, l'océanaute, nous a confié regretter de ne pas être allé dans l'espace. Les maisons sous la mer de Cousteau n'ont-elles pas intéressé la NASA? Le bonnet rouge, symbole de liberté de Captain Cousteau, n'a-t-il pas été embarqué dans une navette spatiale? Après la fin de Précontinent 3, les pétroliers, par exemple, qui avaient été un des sponsors de l'opération, étaient prêts à faire un pont d'or pour que nous lancions dans les plongées profondes industrielles. Mais Cousteau a refusé, probablement parce que il avait eu des contacts avec les Américains pour faire une série de films pour la télévision et que c'était vraiment quelque chose qui l'intéressait beaucoup plus que de travailler pour le pétrole. Il ne s'est jamais vendu, le commandant. Il a toujours été un homme libre. Donc, quand on parle de vente, c'est marketing, comme on dit en anglais. Ça n'a jamais été cela. Il était intéressé, c'est vrai, je dirais, médiatiquement parlant. Alors, on sait très bien tous ces films qu'il a su tourner dans le monde entier et que ces films étaient diffusés dans le monde entier. Des télévisions françaises en priorité et ensuite les télévisions. Ça, il a su le faire. Sous l'eau, l'œil passe avant les poumons, disait Cousteau derrière son masque de plongée. Alors, à quoi aurait servi cet œil averti sans la transmission des connaissances? Cette continuité chère à Éric Orsena, un autre fou de mer, qui en 99 a été installé dans le fauteuil que l'immortel au bonnet rouge avait laissé vacant.
J'ai l'impression que Jacques-Yves Cousteau était d'une certaine manière un prof. C'est-à-dire il donnait des leçons de mer. Il donnait des leçons d'Amazon, des leçons de fleuves, des leçons d'Atlantique, des leçons d'Antarctique. Il donnait à voir. Il voulait qu'on comprenne, qu'on s'émerveille et donc qu'on défende. Donc, quelqu'un qui est un prof passe le relais, mais dans l'idée que les autres continuent. Et il est évident que Jacques Perrin est le continuateur de Cousteau. Ancien chef d'expédition sur la Calypso, longtemps présenté comme le dauphin de Cousteau, le plongeur océanographe François Sarano est aujourd'hui le conseiller scientifique de Jacques Perrin. L'homme qui nage avec le requin blanc dans le film Océan, c'est lui. On voulait montrer qu'il y a une relation possible entre un plongeur qui plonge librement, sans protection particulière, et le grand requin blanc, le requin des dents de la mer. Cousteau, c'était des films d'aventure, c'était des films d'équipe. Il filmait aussi bien les animaux que ses équipiers, que ses hommes qui avaient la chance extraordinaire que d'aller dans les sanctuaires, que d'aller à la rencontre de ces animaux. C'était bien sûr qu'il avait une connaissance scientifique, mais c'était pas avec cette approche. C'était beaucoup plus nos carnets d'aventure. Et ben voilà ce que l'on fait. Et on a une chance inouïe. Voilà, on vous en rend compte. Tandis que nous, il n'y a pas de personnage. On voit pas d'homme. On le voit à un certain moment, mais c'est une symbolique. Mais il n'y a pas de réalité d'un personnage qui serait nommément précis. Non, on reste. Nos personnages principaux, ce sont les animaux. Mais malgré tout, même si on fait des choses différentes, même si on a une technique qui est complètement révolutionnaire pour accompagner ces animaux, on va dans quel sillage? Dans le sillage de Cousteau, même si on est différent. Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé: l'océan, c'est quoi l'océan? Il nous a montré comment évoluer sur le fond, c'est-à-dire de passer près du fond, évidemment sans jamais le heurter, mais suffisamment près pour qu'il n'y ait pas un espace trop important dans l'image, et comment présenter les animaux, ne pas les prendre comme ça, mais les présenter la main dégagée. Enfin, il y avait effectivement quelque chose qui se transmettait. C'est intéressant, ça c'est chez Cousteau, c'est important, la transmission. Moi, j'y faisais très attention. Je faisais très attention. Quand on démarrait un plan, je me disais déjà, tiens, c'est là que je vais tourner, parce qu'ici, il y a une sorte d'appui naturel du terrain, et je vais pivoter autour. Je sais qu'ici, je vais expirer pour pouvoir baisser, raser le fond. Je vais m'élever, tourner autour de la gorgone pour venir mourir vers le mérou, voilà. Et tout ça, on y pensait beaucoup. À 80 ans passés, Bébert, alias Albert Falco, l'initiateur de François Sarano sur la Calypso, continue de filmer ses fonds sous-marins dans ses calanques natales qu'il voudrait tant voir protégées. Voilà à peu près l'équipement qu'on avait chez Cousteau, c'est-à-dire un Mistral avec les bulles qui se dégagent dans le dos, pas de gilet, juste une légère ceinture plombée qui permet de nager le plus librement du monde. Oui, l'esthétique était importante parce que c'est aussi le respect du spectateur. C'est le respect du spectateur, c'est lui dire, voilà, on se tient bien, on est propre, on est élégant, parce que la nature que l'on découvre est belle et élégante, et donc on n'y va pas n'importe comment. On ne rentre pas n'importe comment dans le monde sous-marin. D'avoir connu ces coéquipiers de Cousteau, ils emportent la trace, ils emportent une empreinte, quelque chose qui est indélébile, mais qui dans le même temps... je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont fait partie de l'équipe de Cousteau que d'un seul coup, ce sont des personnages qui se vantent, des personnages qui savent plein de choses. Non, il y a beaucoup d'humilité. Je crois que c'est la mère aussi, apprend à être humble.
Si notre fondateur a parmi ses titres de gloire celui d'avoir créé la Marine nationale, peu de marins ont eu l'honneur de siéger à l'Académie. Encore fallait-il qu'ils fussent hommes de lettres ou amiraux. Après les étoiles de l'amiral Lacaze, ce seront mes modestes galons qui représenteront la marine sous la coupole. La Marine nationale a offert à Cousteau un tremplin large comme le monde. En retour, quel héritage lui a-t-il laissé? L'histoire commence à la fin des années 30, du côté de Toulon, où l'enseigne de vaisseau de première classe, Jacques-Yves Cousteau, est affecté. Son supérieur, le lieutenant de vaisseau Philippe Taillez, va devenir son autre lui-même. Philippe Taillez lui présente l'un de ses copains, Frédéric Dumas. Le trio des Mousquemers est formé. L'archipel des Ambiers devient le terrain de jeu et d'expérimentation de ces fous de plongée. C'est là où le commandant Cousteau et Philippe Taillez ont fait leur début en plongée, en scaphandre autonome. Et, voilà. Et on a toujours un petit pincement quand on vient là, quand on plonge nous-mêmes, savoir qu'ils ont plongé dans ces fonds. Ça fait un petit peu drôle, quoi, mais on l'adore pour ça aussi. C'est lui. 2 ans avant la mort de l'homme au bonnet rouge, Taillez et Cousteau, les 2 frères de cœur, se retrouvent sur cette plage mythique. En offrant des branchies à l'homme sous la mer, le scaphandre autonome révolutionne la plongée sous-marine. Bandol, où vécut Cousteau, et Sanary, village natal de Frédéric Dumas, conservent aujourd'hui la mémoire des Mousquemers. Très bien, c'est un ancien de la marine. D'accord. Voici donc le musée Frédéric Dumas. Voilà le musée Frédéric Dumas. L'un des 3 Mousquemers. L'un des 3 Mousquemers et le plus natif de Sanary de tous les Mousquemers. Ok, alors on vous suit. Ah, c'est pas le scaphandre autonome, ça, quand même. Non, c'est pas le scaphandre autonome, bien entendu. C'est une réplique d'un costume du chevalier de Gauve en 1715. Hein, c'est un premier essai pour pouvoir aller dans l'eau. Mais vous voyez qu'on a déjà les prémices de tout ce qu'on va rencontrer après. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller dans l'eau, y respirer, y voir, hein, se déplacer. Et donc, c'est le premier essai pour pouvoir aller dans l'eau. Mais évidemment, là, le problème de tout ça, c'est que vous êtes relié avec un tuyau pour pouvoir avoir de l'air que vous allez pouvoir respirer. Donc, au-dessus, vous imaginez des gens qui pompent. Vous avez vu le trésor de Rackham le Rouge avec les 2 Dupont qui pompaient. Ben là, il y avait aussi des gens qui pompaient derrière l'autre côté. Bon, ce que les gens repéraient, c'est quand vous êtes dans l'eau, vous avez une pression. Donc, l'air a besoin d'être à une certaine pression. Plus vous descendez, plus il y a de pression. Et vous ne pouvez pas avaler de l'air qui est à une pression supérieure à l'air que vous respirez, qu'on respire vous et moi quand on est à l'atmosphère. Donc il fallait détendre cet air. Donc on a commencé à faire des détendeurs qui permettaient, étant dans le fond de l'eau, d'avoir quand même de l'air à la pression qui allait bien. Avec le détendeur, bien entendu, vedette après, qui était le Cousteau gagnant. Hein, et le fameux Cousteau gagnant, hein, oui. qui a été le détendeur. J'allais dire, on est passé à ce moment-là du stade un peu de la plaisance et du bricolage à un stade qui était plus industriel, qui était plus scientifique, etc. Au sortir de la guerre, ce fameux Cousteau gagnant intéresse beaucoup les autorités navales. La rade de Toulon est bourrée de mines et d'épaves. Le scaphandre révolutionnaire qui permet à l'homme de se transformer en poisson est une aubaine. Cousteau surfe sur la vague en créant le groupe de recherche sous-marine, une entité à part entière de la Royale. Le Céphis-Mer est aujourd'hui l'héritier direct de l'aventure des Mousquemers. Donc la chronologie de ce matin, les appareils sont prêts, la checklist a été faite, si c'est clair, préparation des plongeurs. Ces hommes sont des plongeurs d'armes spécialisés dans le déminage. Ils testent aujourd'hui un nouvel équipement de plongée, nom de code, le crabe. Autorisation de faire descendre P1 dans la cuve. Autorisation de faire rentrer P2 dans la tourelle. 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise en pression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer là dans le caisson? On a tout simplement comprimé les plongeurs dans une cuve d'eau
pour reconfigurer comme en milieu sous-marin, comme en mer, l'appareil et les plongeurs. Concrètement, on est à une plongée de 32 mètres, une température de l'eau de 19 degrés, donc similaire à ce qu'on rencontre en Méditerranée habituellement. Mais en réalité, ils sont dans 2 mètres de profondeur liquide. PA, vous m'entendez? Alors, est-ce que c'est compréhensible? Du tout, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils simulent un palmage, donc une navigation sous-marine. Et de la surface, on va gérer tous les paramètres de la plongée. Et notamment, on va enregistrer tous les paramètres des gaz qu'ils inspirent pour pouvoir gérer ensuite leur profil de désaturation. C1, 1,64. Des vestiges de l'histoire le long des côtes de la Manche aux conflits actuels, la guerre des mines nécessite un matériel toujours plus performant. Objectif, permettre à ces plongeurs de combat d'intervenir plus longuement, plus profondément et plus discrètement. C'était déjà l'objectif de Cousteau. Le but du jeu, c'est de pouvoir plonger le plus longtemps possible et rester le moins longtemps possible sous l'eau, notamment lorsqu'on travaille sur des mines. Donc on leur fait respirer des mélanges suroxygénés pour qu'ils puissent plonger plus longtemps, sans faire de paliers ou en faisant un minimum de paliers. Et ça, c'est vraiment le combat que menait déjà Cousteau, c'était de limiter le nombre de paliers qui ont... Oui, surtout qu'à l'époque, ils plongeaient pas aussi bien équipés que nous et donc ils faisaient plus froid plus rapidement. Surface. Commandant Nastor, comment vous vous sentez? Très bien, une bonne plongée, température estivale. Est-ce que vous m'avez entendu tout à l'heure? Oui, je vous entendais très bien. Et qu'est-ce que vous m'avez dit? Je vous ai dit que je vous entendais bien, mais je pense pas que ce soit réciproque. Bien après 1957, quand le capitaine de corvette Jacques-Yves Cousteau la quitte officiellement, la Royale continue de fournir au pacha de la Calypso des marins expérimentés et respectueux des valeurs. Le commandant Cousteau, pris par ses activités, on aurait pu dire qu'il s'était éloigné de la marine, mais on a retrouvé un commandant Cousteau sur la fin de sa vie, qui renouait et qui a, semble-t-il, rendu à la marine ce qu'un peu la marine a attendu pendant quelques années, notamment avec le film qu'elle a fait en mémoire d'un de ses anciens, qui est le commandant Philippe Taillé, qui était plongé dans la mémoire d'un mousquetaire. Et à l'occasion de ce film, on a effectivement pu découvrir un Cousteau tout autre qu'on pouvait se l'imaginer et qui était resté très attaché à son pays et à la marine nationale. Parmi les vies hors du commun que le héros de ce film a contribué à forger, celle du docteur Denis Martin Laval est sans doute l'une des plus émouvantes. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. Je suis très heureux. C'est donc là votre refuge? Voilà. Ça, c'était la maison principale, puis la Calypso, c'était votre résidence secondaire, hein, voilà, c'est ça? c'est ça. Là. Ce vétéran du monde du silence vit à Aubagne. De 1954 à 1995, cet urologue de Marseille, pétri des lectures de Jules Verne, partage en tant que médecin du bord une quinzaine d'émissions de la Calypso. Voilà, visiter. Moi, ma cabine, elle était là. La couchette du commandant, madame. Mais le souvenir le plus fort reste pour lui le grand retour de Cousteau en janvier 90 en Antarctique. C'est d'une beauté, l'Antarctique, c'est incroyable. Je crois que c'est le plus beau voyage que j'ai fait. Et pourtant, Denis Martin Laval avait été opéré 3 semaines avant son départ. Par contre, quand il me l'a proposé, je pensais que c'était en février, finalement c'était le 1er janvier. Et je suis parti fou de joie. Avec un estomac en moins, presque. Avec des problèmes sérieux, mais enfin, c'est pareil. Quand on aime, on compte pas. Et, il faut chercher son Graal en soi. À ce moment-là, l'équipe Cousteau a déjà en mémoire le souvenir des aventures périlleuses de la Calypso, coincée dans les glaces du pôle Sud dans les années 70. Elle peut donc témoigner de la fragilité du grand continent blanc. Avant les chefs d'État, Cousteau et ses proches pressentent les dangers que représente pour l'ensemble de la planète l'exploitation des ressources de l'Antarctique, à commencer par le pétrole. En 1987, Cousteau lit dans le journal, dans les Herald Tribune, qu'il y a une nouvelle convention qui vient d'être adoptée pour exploiter les ressources minérales de l'Antarctique. Cousteau a pris un coup de sang. Il dit mais ils sont fous, on ne peut pas exploiter le pétrole de l'Antarctique. Même s'il y en a,
Il faut le garder comme une réserve, il faut le protéger. Il ne faut pas, et s'il y a un accident, un bateau qui va à la côte, on ne pourra jamais nettoyer. Et donc il a écrit un éditorial. Et puis à la Fondation, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et donc on a lancé une pétition qui a marché d'une façon incroyable. On avait 60 000 adhérents à l'époque, un journal tous les mois, et on a mis une pétition au milieu. Et on a reçu très rapidement entre 20 et 30 000 signatures par semaine. On a déjà 180 000 signatures et on en reçoit 12 à 13 000 par jour. Hein, c'est une vague de fonds. Et vous dites au gouvernement français, ne ratifiez pas. Vous vous adressez au gouvernement et au Parlement des pays. Je ne m'en suis pas vraiment occupé du gouvernement encore, mais ça viendra. Mais d'abord, j'établis un solide appui populaire. Nous poserons la question à Michel Rocard jeudi dans Question à domicile, ce qu'il pense de la Convention de Wellington. La France ne ratifiera pas le traité de l'Antarctique dans les conditions où il est. Cousteau a raison de nous dire qu'il faut interdire purement et simplement tout développement industriel et de ne permettre que la recherche. Cousteau a raison. Mais nous allons nous trouver dans une situation diplomatique où je me garderai bien de dire mieux vaut le statu quo actuel, n'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Et le commandant Cousteau le sait, nous en avons parlé tous les deux, 3 bons quarts d'heure. Il le sait fort bien. Il faut donc rouvrir la négociation. Bonjour madame. Merci de m'accueillir. Michel Rocard est alerté par un vieil ami, le Premier ministre australien Bob Hawke, de la bombe écologique et stratégique que serait l'exploitation de l'Antarctique. Ensemble, ils décident de monter au front. C'est l'époque où on commençait à comprendre que le fait de brûler des énergies fossiles produisait du gaz carbonique, donc du gaz à effet de serre, aggravait l'effet de serre et provoquait le réchauffement climatique. Et les hommes politiques sérieux étaient obligés de prendre ce doute en charge. La décision franco-australienne de non-ratification de la Convention de Wellington a un effet boule de neige en Europe et en URSS. Reste le plus difficile, convaincre les États-Unis de faire de l'Antarctique un sanctuaire. Malheureusement, dans toute cette affaire, on n'a pas d'aide. Le seul Français immensément populaire aux États-Unis et populaire à cause d'affaires d'écologie, c'est Cousteau, mais il n'a jamais travaillé avec la puissance publique, on ne le connaît pas, etc. Alors je bondis là-dessus, je m'informe, je ne connaissais pas le commandant Cousteau, et j'apprends que cet homme ombrageux et fier avait très mauvais caractère, qu'il était difficile de travailler avec lui, et qu'en tout cas, il avait affiché depuis une vingtaine d'années une méfiance absolue vis-à-vis de l'État, mettait un point d'honneur à ne jamais recevoir d'argent public et à préserver l'indépendance de la fondation Jacques-Yves Cousteau devant tout le monde et d'abord devant les politiques. Je comprends que c'est donc un dur à cuire, mais tout ça m'excite, moi d'autant plus. L'aura internationale de l'homme au bonnet rouge s'ajoute à la force de frappe cinématographique. Avec son film Lilliput en Antarctique, en guise de sésame diplomatique, Captain Planet convainc un à un les sénateurs américains de la nécessité de ne pas aller chercher au pôle Sud les ressources pétrolières qu'ils jugent indispensables. Le président Bush en personne écoute face to face son plaidoyer pour l'Antarctique. Le Français le plus célèbre aux États-Unis décroche l'un de ses meilleurs titres de gloire et Michel Rocard un de ses plus fameux coups politiques. Et c'est ainsi qu'a été adopté le vrai troisième protocole au traité de l'Antarctique, qui déclare l'Antarctique terre de science, réserve naturelle, décide de la considérer comme un élément du patrimoine de l'humanité et proclame l'interdiction absolue sur tout le territoire de l'Antarctique de toute activité humaine autre que touristique ou de recherche. Donc pas d'activité économique productrice de calories et surtout de gaz carbonique. C'est une grande victoire d'écologistes et aussi de ce mariage société civile élue et hommes politiques, et aussi du rôle des médias. C'est-à-dire que je pense que sans cette émission de 7 sur 7, ça n'aurait pas basculé aussi vite. Ça aurait certainement basculé parce que c'était dans le sens de l'histoire, mais ce moment, il y a des moments magiques comme ça qui se produisent et ça a marché. Je me souviens de Captain Planet au sommet de la Terre à Rio, invité par Fidel Castro à prendre place sur la traditionnelle photo de famille. L'homme qui a résisté à l'invitation pressante des écologistes français à se lancer dans la course à la présidentielle de 81 se voit élevé au rang de chef d'État par les médias. Une fois qu'elle est. Salut Denis. Bonjour. On ne naît pas écologiste, on le devient. Jacques-Yves Cousteau n'a pas échappé à la règle. Yves
Pas-Calais, écrivain de bord et biographe du commandant, a été le témoin de cette métamorphose. Il a plusieurs fois embarqué sur la Calypso avec le plongeur Denis Audy. On a reproché quand même aussi aux équipes Cousteau de ne pas forcément toujours protéger la faune, non, pour le bien du cinéma. Là, il y a pas mal de choses à dire dans Le Monde du Silence, qui est sa grande œuvre, qu'il a rendue célèbre dans le monde entier. Il y a des scènes assez fameuses où Frédéric Dumas pêche à la dynamite pour voir quels sont les poissons du récif. Et où les équipiers Cousteau massacrent des requins parce que la Calypso a tué, enfin blessé mortellement un petit cachalot et les requins arrivent et les équipiers Cousteau tuent les requins. Cousteau là-dessus a été très ferme, à mon avis, avec beaucoup de justesse de pensée. On lui a demandé 50 fois d'enlever ces scènes dans Le Monde du Silence et de remonter, de faire un film politiquement correct. Et il a dit, moi quand j'ai commencé l'océanographie, c'était l'océanographie du prince Albert de Monaco. C'est-à-dire que pour savoir ce que mangeaient les dauphins, on harponnait les dauphins, on ouvrait le ventre, on regardait ce qu'il y avait dans l'estomac. Un des grands apports de Cousteau a été de nous rendre amis avec d'abord les baleines, les dauphins, maintenant même les requins. Tout le monde sait que les requins sont en voie de disparition, très menacés, et on a de plus en plus de pulsions pour aller protéger ces bêtes-là. Ça s'est construit historiquement. On est passé d'un Cousteau montreur de merveilles, montreur de mondes sous-marins que personne ne connaissait, à un Cousteau de plus en plus écolo. Équipier de Cousteau au début des années 90, Denis Audy milite aujourd'hui avec acharnement pour la création au cœur des Calanques de Marseille d'un parc national marin. Denis, c'est un lieu protégé maintenant ici. Ouais, ça fait partie pour le moment, des très rares lieux qui sont protégés autour de l'île de Riou. Mais c'est encore un très petit bout du projet de parc qui s'étendra, donc ce sera un parc national, qui s'étendra depuis Cassis jusqu'à l'autre côté de la baie, en prenant une grande part de la baie de Marseille et pratiquement jusqu'à 12 000 au large. Alors l'intérêt de ce parc national, c'est que d'abord, on a quand même une conjonction d'un lieu magnifique, parce que quand on arrive en bateau ici, c'est quand même un endroit assez somptueux, encore sauvage, toutes ces calanques sont assez sauvages, et en même temps à proximité immédiate de la deuxième île de France. Donc j'espère que Marseille aura l'intelligence de faire un vrai parc, avec une vraie ambition de protection. Et on sait, pour l'avoir étudié, que quand on protège des poissons dans une aire marine protégée, sur les zones alentours, on en profite. Les pêcheurs le savent et c'est pour ça qu'ils défendent ensuite ces zones-là. Très longtemps, les pêcheurs ont été contre. Maintenant, ils commencent à changer un petit peu. Le combat pour la sauvegarde de la Méditerranée, la mer blessée aux yeux de Cousteau, se poursuit. Une question d'héritage. Il m'a dit, Yves, vous savez, j'ai vu des spectacles du monde que personne ne verra jamais plus. Des récifs de coraux merveilleux, des baies splendides, des forêts dans la mer, des mangroves, etc. Il avait ajouté, j'espère que quand vous aurez mon âge, vous n'aurez pas à dire la même chose aux générations qui seront les suivantes. Et malheureusement, évidemment, je dois dire que moi aussi, j'ai vu des spectacles du monde que personne ne verra jamais plus, que mes enfants ne verront pas, que mes petits-enfants ne verront pas. Cousteau a quand même été un des premiers à montrer que, à la fois, on était tous dépendants de cette biodiversité, notamment de la mer, et puis que, tout simplement, pour le rêve des enfants, il fallait qu'on continue à pouvoir bénéficier de cette merveille de l'invention de la vie. S'il entre à l'Académie, c'est parce qu'il a défendu la nature, et dans ce que la nature a à la fois de plus fort et de plus fragile, peut-être, c'est-à-dire la mer. Mais il faut voir comment on défend la nature. Et il ne suffit pas de défendre la nature et de dire « je défends la nature, je défends la nature ». Encore faut-il le faire avec talent, avec un ton juste, avec des histoires, avec des personnages, avec des mises en scène. Donc c'est un art de défendre la nature. Ce n'est pas simplement un vœu pieux. Et il a mis tout son talent à cette défense. Combien de dizaines, voire de centaines de millions de gens ont mieux connu la mer, donc ont mieux aimé la mer, donc ont mieux défendu la mer grâce à l'homme au bonnet rouge.
Ah ben voilà, le prince Albert Ier. Notre prince Albert Ier qui est aux commandes là, pas très loin du musée. Voilà, donc c'est un hommage. Pour mener à bien ce combat pour la Méditerranée, le commandant Cousteau a pendant 30 ans une sorte de base arrière scientifique, le musée océanographique de Monaco. Il avait une vue magnifique sur le musée d'ailleurs. Ce musée, ironie du sort, est fondé en 1910, l'année de la naissance de l'homme au bonnet rouge. Ce temple de l'océanographie lui était pour ainsi dire prédestiné. Le prince Albert Ier était, on va dire, un explorateur, fait partie de la Société de géographie et des explorateurs. Donc on peut dire que le prince Albert, non seulement était un des pères de l'océanographie, parce que c'est grâce à lui que l'océanographie a fait de grands progrès. C'était une science toute nouvelle et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc il a laissé ce magnifique écrin qui est le musée océanographique en voulant construire ce bâtiment pour abriter ses collections. Et en 1957, le commandant est arrivé. Alors le commandant, bien évidemment, c'est le commandant qui a fait connaître ce musée océanographique. Parce que chaque fois qu'une mission de la Calypso partait, elle partait de Monaco avec la contribution et l'aide du musée océanographique. Et c'est comme ça, souvent, que l'on entendait dire le musée Cousteau. Donc voilà, sur les traces du commandant Cousteau, eh bien, vous avez ici un témoignage. Donc c'était le 14 avril 62, le prince Régnier et la princesse Grace qui viennent au musée et à qui le commandant présente cette nouvelle exposition qui s'appelait L'homme sous la mer. Il y avait une grande proximité entre le couple Régnier et Jacques-Yves Cousteau. Oh, oui, le prince souverain a toujours été très soucieux de ce qui se passait au musée et donc de ce fait était en relation fréquente avec le commandant Cousteau, forcément. Le héros du monde du silence a légué au musée un aquarium 2 fois plus vaste qu'à son arrivée, développé les laboratoires. Un dépoussiérage en règle pour transformer ce palais de la mer en une vitrine engagée dans la protection de l'environnement, une tribune internationale de l'écologie. Je crois qu'il a compris que le musée serait pour lui un endroit extraordinaire pour l'aider dans tout ce qu'il faisait. Mais je crois aussi que ce qu'il a fait a rayonné sur le musée, inversement. Et tout le monde peut-être a été gagnant dans l'affaire. Tout va bien, le moral est bon, les troupes sont fraîches. Nous, on fête le centenaire comme on peut, mais on le fête. Hein. Écoutez, voilà. Déjà de pouvoir le fêter, c'est extraordinaire. Déjà bien, voilà. Réunir dans un même éclat l'art et la science. Pour son centenaire, le musée océanographique fait appel à l'artiste en vogue Damien Hirst pour donner une nouvelle jeunesse à cette alchimie chère au prince navigateur, son fondateur, et à son arrière-arrière-petit-fils, le prince Albert II. Bonsoir, Seigneur. C'est vraiment le commandant Cousteau qui a fait vivre cette institution pendant plus de 30 ans, mais qui l'a amené dans une modernité et dans une prise de conscience du public en général sur les problèmes liés aux mers et aux océans, et qui a fait aimer et qui a suscité des vocations. Je rencontre tout le temps des scientifiques qui me disent « Ah mais on fait ce que l'on fait parce qu'on a été touché par ce que nous a montré le commandant Cousteau lorsqu'on était jeune. » J'ai toujours regretté d'ailleurs de ne pas être parti, de n'avoir pu rejoindre la Calypso à certaines de ses escales lors de ses expéditions. Mais il a été vraiment un formidable pédagogue et quelqu'un qui savait faire aimer la mer et savait faire partager tous les mystères et tous les trésors qu'elle recèle. L'Alcyone, la fille du vent. Le navire amiral de la nouvelle équipe Cousteau continue de sillonner les mers. Dès le début des années 80, Cousteau, le visionnaire, veut démontrer aux écolo-sceptiques que l'énergie éolienne, gratuite, propre et inépuisable, a un avenir, à condition d'être domestiquée. Cette domestication a un nom, turbovoile.
Alors l'Alcyone, si je comprends bien, c'est un bateau à voile et à moteur, c'est ça? Un bateau à voile et à moteur, exactement. On a 2 moteurs de 200 chevaux qui nous font avancer à une vitesse d'environ 10 nœuds. Ça, c'est le premier principe du bateau. Et le second, c'est quand on se déplace d'un point à un autre, on va donc conserver cette vitesse. Et puis on va utiliser, quand les vents sont favorables, on va utiliser les turbovoiles, non pas pour augmenter la vitesse du navire, mais va nous permettre d'utiliser moins la puissance de nos moteurs, et qui dit bien sûr réduction de puissance des moteurs, dit forcément économie d'énergie. Pour relever son pari, Cousteau fait appel à un membre de l'Académie des sciences et à un architecte naval réputé, Lucien Malavard et André Mauric. Vous avez aussi une perspective. Jean-Charles Naon et Bertrand Charrier sont à l'époque les 2 élèves de ces éminents spécialistes. Ensemble, ils mettent au point les premiers navires hybrides de l'histoire. D'abord, il faut savoir comment marche un bateau à voile. Alors, le vent passe autour de la voile, est dévié par la voile, et on a une force qui tire le bateau vers l'avant. Alors, cette force est fonction évidemment de la vitesse du vent et de la surface de la voile. Alors, la turbovoile, vous avez vu, c'est un profil très épais, avec des trous sur l'arrière. Alors, quand le vent arrive ici, le vent passe autour de la voile, mais de la turbovoile, et s'il n'y avait pas ces petits trous, le vent irait tout droit. Mais grâce à ces petits trous, le vent fait ça. Il est dévié très fortement parce qu'on a un ventilateur qui est en haut de la turbovoile, qui aspire l'air et qui rentre l'air ici, et qui force cette déviation. Et alors, cette déviation fait que la force qui est créée est 5 fois supérieure en moyenne à cette force-là. Donc, pour une même surface ou une même corde de voile, une même surface, on a une force qui est 5 fois supérieure. Sur l'Alcyone, les calculs qu'on a faits étaient à peu près entre 25 et 30% d'économie de carburant, ce qui est très important. Une invention que l'homme d'affaires Cousteau saura vendre à la société Péchinet. Ancien patron des ateliers et chantiers navals du Havre, Gilbert Fournier n'a rien oublié de ce défi écologique et industriel en avance sur son temps. La société Péchinet avait obtenu un accord de la CGM pour faire un essai d'économie d'énergie sur un pétrolier ou un transport de marchandises diverses de la compagnie générale maritime. Et le pétrole est redescendu. Les trajets se sont raccourcis parce qu'on a réouvert Suez. C'était à l'époque où on avait fermé Suez. Et du coup, c'était plus économiquement valable. Mais aujourd'hui, ça peut le redevenir. Alors évidemment, il faut choisir des types de bateaux pour lesquels une turbovoile sur le pont n'est pas un handicap de l'exploitation. Mais il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de types de bateaux qui répondent à ce critère. En fait, on imaginait que sur des plus grands bateaux, il puisse y avoir 3 ou 4 turbovoiles. Hein. Et on sait qu'il y a un certain nombre de projets comme ça qui sont dans la nature, qui se feront peut-être un jour. Quoi. Voilà, on espère. On pense aujourd'hui quand même que la turbovoile n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, on est sur le prix de l'énergie, évidemment, mais aussi la destruction de l'environnement. Les émissions de CO2, c'est le changement climatique, et ça, c'est aussi une vraie menace. On est dans une perspective de développement durable aujourd'hui, donc qui est un peu différente. L'Alcyone, petite sœur de la Calypso. Le navire mythique de l'épopée Cousteau, lui, attend de reprendre la mer depuis ce jour où une barge pétrolière l'a précipité au fond du port de Singapour. C'est la tour Eiffel de l'environnement, la Calypso. C'est la Mona Lisa des océans. Ma volonté de continuer est absolument intacte. Je n'ai pas acheté les moteurs pour mettre la Calypso dans un musée. Je dis simplement que c'est une entreprise difficile, qu'il est probable qu'en France, on n'a pas encore trouvé une motivation positive pour m'aider. Ça, c'est vrai. Mais j'en ai trouvé ailleurs pour le moment. J'aurais préféré quand même que mon pays reconnaisse qu'il détient non seulement un des hommes qui a la mémoire d'un homme qui a le plus participé au rayonnement de la France dans le monde, à bord de ce bateau. On va faire comme ça. Bon, on va s'installer là. Bien. Alors moi, je vous propose qu'on fasse un petit point sur le Mexique parce que vous allez y revenir bientôt.
Et Noémie. Aujourd'hui, l'équipe Cousteau mise sur les générations futures, chères à son père fondateur. Pour protéger leur patrimoine, elle met en place des observatoires des mers, avec en guise de philosophie politique et scientifique l'écotechnie. Ce concept, inventé par Captain Planet il y a plus de 20 ans, vise à faire de l'écologie, de l'économie, de la technique et des sciences humaines le socle universitaire d'un développement durable. Un réseau de 15 chaires d'écotechnie coordonné par l'UNESCO sous la responsabilité du Suédois Peter Doxe existe déjà dans le monde. Ça a laissé une trace. Les chaires d'écotechnie, c'est des institutions très efficaces. À travers l'approche d'écotechnie, Cousteau a aussi aidé l'UNESCO à travailler aujourd'hui vers une éducation vers le développement durable, éducation pour le développement durable. Donc ces chaires d'écotechnie, cette association avec l'UNESCO, cette volonté de former les gens de façon multidisciplinaire, de façon à ce qu'ils prennent des décisions plus avisées, c'est lié aux droits des générations futures. Et le commandant, comme vous le savez, s'était battu pour une charte des droits des générations futures, qui, je dirais, qui est en route, parce que ça prend beaucoup de temps, mais quelques mois après sa mort, elle a été adoptée au niveau de l'Assemblée générale de l'UNESCO. Il faut certes qu'elle monte encore au niveau des Nations unies. Pierre-Yves, le plus jeune des fils du commandant Cousteau, travaille à fédérer les plongeurs du monde entier pour en faire des sentinelles de la nature. Je pense que nous sommes tous les héritiers du commandant Cousteau, parce qu'il nous a laissé à tous une conscience de la planète, une conscience, un amour de la mer, un amour de la nature. Et ça, il l'a donné à tout le monde. Donc, dans ce sens-là, je ne me sens pas plus son héritier qu'un autre, mais j'ai la chance de pouvoir essayer de continuer son œuvre et de porter son œuvre dans l'avenir. Et j'espère faire le mieux possible. Diplômé en sciences spatiales, Pierre-Yves rêve du jour où l'on pourra établir une communication en direct entre un plongeur et un cosmonaute. L'océan, le cosmos, vision intérieure-extérieure d'une planète que l'immortel au bonnet rouge a tant défendue, avec la pesanteur en héritage.